Le ministre de la Culture et des Arts, Michel Minga Messon, était ce matin devant les sénateurs membres de la Commission des Affaires culturelles pour présenter et défendre le projet de loi portant création, attribution et organisation de l'Office national de développement du sport et de la culture. Les détails dans ce journal avec Gervais Fabrice Odjouga et Franck Mangolo de la presse du Sénat. Nous parlerons également dans cette édition d'information de la grève des agents de la Croix-Rouge gabonaise depuis ce matin à leur siège. Vous aurez les détails avec Désiré Bienigon et Floris Mapangou. Voilà donc pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci surtout de nous avoir fait place dans vos ménages pour vous apporter l'essentiel de l'actualité nationale. Nous allons démarrer cette édition d'information comme annoncé dans les titres avec l'information du Sénat où le ministre de la Culture et des Arts, Michel Minga Messon, était ce matin devant les sénateurs membres de la Commission des Affaires culturelles pour présenter et défendre le projet de loi portant création, attribution et organisation de l'Office national de développement du sport et de la culture. Les détails et les précisions dans ces reportages de Gervais Fabrice Odjouga et Franck Mangolo de la presse du Sénat. Suivant. Adopté par le Parlement puis rejeté par la garante des lois parce que jugé anticonstitutionnel, le projet de loi portant création, attribution et organisation de l'Office national de développement des sports et de la culture est à nouveau devant les vénérables sénateurs. Venu en exposer les motifs, le ministre de la Culture et de l'Art, Michel Minga Messon, a présenté et défendu devant les vénérables sénateurs membres de la Commission des Affaires culturelles un nouveau projet de loi consacré à la création de cet office, mais qui tient compte, cette fois-ci, des remarques faites par la Cour constitutionnelle. Placé sous la double tutelle technique et financière du ministère des Sports et de celui chargé du budget, cet office, selon le ministre Minga Messon, est conçu pour être un outil essentiel pour le développement du sport et de la culture au Gabon. Ce projet de loi permettra à l'Office, instrument très attendu pour le développement du sport et de la culture, de se donner une meilleure visibilité et de rendre ainsi efficaces les actions de promotion que mèneront nos deux départements ministériels. Les débats suscités par cet exposé des motifs ont porté, entre autres, sur des préoccupations liées à la gestion du sport et au développement de la culture. Les réponses à ces questions pourront constituer d'éléments essentiels pour l'examen au fond de ce projet de loi. Restons toujours au ministère de la Culture pour parler cette fois-ci de la journée internationale des musées célébrée en différé ce jeudi 10 juin 2021 au musée national. Le thème retenu à l'ordre du jour, l'avenir des musées, se rétablir et se réinventer. Une célébration rehaussée par la présence du ministre du tutelle, Michel Minga Messon, mais était aussi présent pour le compte la rédaction de Télé Hermon, Ortega Otonzogo et Floris Mapango. Regardons. La pandémie de Covid-19 a apporté des conséquences sur le plan mondial. Le Gabon n'a pas été en marge de cet ennemi invisible qui aurait tué plusieurs activités économiques, ainsi que des institutions. Le musée national en fait alors partie comme celle du monde entier. À l'occasion de la journée internationale des musées célébrée en différé, le représentant de l'UNESCO relève les difficultés et enjeux dont fait face cette institution. Les musées en cette période de pandémie subissent de façon importante les impacts négatifs de la Covid-19. Naturellement, le musée national du Gabon n'a pas été épargné. Cette célébration sous le thème « L'avenir des musées, se rétablir et se réinventer » est tout à fait opportune et permet au Gabon de se repositionner dans une dynamique nouvelle en faveur des musées. Ces nouvelles perspectives se lisent d'ailleurs à travers les questions qui seront soulevées et discutées au cours des travaux des experts prévus dans le cadre des activités de cet événement. Une rencontre qui a permis à Philippe Autier, ambassadeur de France au Gabon, de révéler les missions et importance des musées. Ces journées nous rappellent que les musées sont, je cite, un moyen important d'échange culturel, d'enrichissement des cultures, du développement et de la compréhension mutuelle, de la coopération et de la paix entre les peuples. Le musée national au Gabon relève d'une importance capitale, mise en place pour valoriser la culture et l'art. Ces valeurs sont relevées par le ministre de tutelle. Le but de cette rencontre était d'harmoniser les aspirations créatrices et les efforts des musées pour faire prendre conscience aux dirigeants
l'importance des musées comme moyen d'essence culturelle, d'enrichissement des cultures, de développement de la compréhension mutuelle, de coopération et de paix entre les peuples. Selon la définition retenue par le Conseil international, le musée est une institution permanente sans but lucratif au service de la société et de son développement ouvert au public qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de délectation. La Journée internationale des musées de cette année donne l'occasion de présenter un état de lieu du développement de la nouvelle stratégie muséale du Gabon. Un événement qui s'est d'ailleurs soldé par des danses traditionnelles. Notons que bien avant cette cérémonie, les agents du musée étaient en atelier de formation sur la Journée internationale afin de renforcer leurs capacités. On va retrouver une fois de plus Ortega Otonzogo et Floris Mapango. Le musée national a abrité ce matin des cadres des différents ministères et entreprises venus se faire former pour renforcer leurs capacités dans l'exercice de leurs tâches. Ici, les différents exposants définissent tout de même leur rôle et l'objet de cet atelier. Alors, l'objet de mon intervention, c'était de montrer que, en fait, la réflexion qu'il y a autour des musées africains n'est pas née hier, elle est enclenchée, ce que je considère depuis les années 90, avec des temps d'arrêt, des réponses, des questionnements différents. Il y a eu la phrase choc du président d'ICOM International, qui est ensuite devenu président de la République du Mali, M. Alpha Konaré, qui à l'époque avait beaucoup choqué lors d'une réunion en 1990 à Lomé, en disant il faut tuer le musée occidental pour créer un musée africain, pour trouver des solutions africaines. Et on voulait ce matin revenir un peu dessus en disant que, en fait, il fallait pour l'Afrique trouver sa propre voie au niveau des musées, que certes les musées de l'époque coloniale continuaient à exister sous une forme ou sous une autre. Donc l'objectif de mon intervention, c'était de présenter le FSPI Muséogab, qui est un projet de structuration de la filière conservation et patrimoine au Gabon, pour un patrimoine culturel durable et partagé, qui est un projet qui est cofinancé par l'ambassade de France, le ministère de la Culture et des Arts, mais également l'Agence française de développement très prochainement, qui a pour objectif de renforcer les capacités des agents du musée, de soutenir la politique muséale et tout cela dans un objectif de coopération renouvelée entre le Gabon et la France. Les experts venus de loin mettent à contribution leurs connaissances. L'Afrique en général a été choisie pour tracer à la fois une perspective des musées. Le Gabon ne resterait pas en marge de ce plan d'action sans le concours des intellectuels nationaux. Il s'agissait qu'on trace à la fois l'existant et les perspectives pour les musées en Afrique. Alors pour le Gabon, on ne peut pas se prononcer pour le moment, puisque nous sommes en train de rencontrer un certain nombre d'interlocuteurs qui vont nourrir notre réflexion, on est venu surtout aussi beaucoup pour écouter. Avant, il faut avoir un pouvoir d'écoute avant de pouvoir poser un diagnostic et de proposer des solutions. Une formation qui a annoncé l'ouverture de la Journée internationale des musées. Des enseignements aussi riches qui propulseront certainement ces participants qui n'auront d'autre choix que de mettre en pratique les rudiments solides pour mener à bien leurs tâches. Tout à fait autre chose à présent, mesdames et messieurs, peut-être un putsch manqué à la mairie de Libreville, car depuis sa supposée démission annoncée par certains médias en ligne le 1er juin 2021, le maire de Libreville, Eugène Mba, encore en fonction jusqu'à ce jour, n'a fait aucune déclaration allant dans ce sens. Retrouvons-nous dans ce commentaire sur ces images de Floris Mapango. Véritable cacophonie qui ne dit pas son nom ces derniers temps à l'hôtel de ville de Libreville. En effet, depuis la rumeur du 26 mai dernier faisant état de la démission du patron de la mairie Eugène Mba, qui serait impliqué dans une affaire de détournement de 338 millions de francs CFA, somme qui, selon toute information, aurait servi au curage des caniveaux, l'encre ne fait que couler. Pas plus tard que cette semaine encore,
Une autre rumeur vient contredire la première. Il semblerait que Madame la gouverneure de l'Est-Ouest se serait trompée ou induite en erreur pour annoncer la démission du maire de Libreville et convoquer une session extraordinaire du conseil municipal pour ce 17 juin 2021 dans la salle d'audience du conseil municipal à 9h pour éclairer et faire constater la démission du maire Ejenumba, reconnu jusque-là l'édile de la capitale gabonaise. À ce titre, sommes-nous en droit de se demander très certainement que se passe-t-il véritablement à la mairie de Libreville et Ejenumba a-t-il vraiment démissionné ou pas? Qui dit mieux entre la gouverneure de l'Estuaire et l'édile de la commune de Libreville qui, malgré tout ce bruit, ne s'est toujours pas prononcé officiellement. Peut-être pas son cabinet, sinon certains médias en ligne qui s'acharnent autour du dossier. À ce jour, seuls certains états-majors de certains partis politiques et d'autres regroupements ethnico-politiques qui se sont retrouvés ci et là pour demander au chef de l'État Ali Bongo Ondimba de prendre en main ce dossier, sinon de s'en saisir personnellement afin d'éclairer la suite, car il semblerait qu'une certaine main noire serait derrière cette rumeur afin de ternir l'image de ce haut fonctionnaire banquier, homme intègre et cadre du parti au pouvoir, pouvait-on entendre dans la ville dont il a la charge. Dans tous les cas, laissons voir la justice faire son travail pour le bien des Librevillois. Entre-temps, souhaitons que lumière soit faite au plus vite afin de permettre à l'hôtel de ville de relancer ses activités. Jean Nguédon, poids lourd de l'opposition et soutien inconditionnel de Jean Ping reçu en audience par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba ce mercredi 9 juin 2021. Selon toute rumeur, l'homme fort de Nkembo envisagerait retourner dans le Parti démocratique gabonais. Et à ce sujet, les Gabonais n'ont pas manqué de réagir face à cette information. Nous les écoutons dans ce reportage sur ces images de Ariel Nzaou. La rumeur court déjà depuis ce mercredi 9 juin 2021 d'un possible retour de M. Jean Nguédon, membre influent de l'opposition et soutien inconditionnel de l'opposant gabonais Jean Ping au Parti démocratique gabonais PDG, parti au pouvoir. Ce dernier, selon certaines indiscrétions, aurait demandé pardon au chef de l'État Ali Bongo Ondimba, président du Parti démocratique gabonais PDG, parti qu'il avait d'ailleurs quitté il y a 12 ans après la mort de son fondateur, Omar Bongo Ondimba. Ce pardon se serait intervenu très certainement à l'occasion de son audience au Palais du bord de mer ce mercredi 9 juin 2021 avec l'ensemble des opposants gabonais. Au sortir de cette audience, voici ce qu'il a déclaré. J'ai été Premier ministre dans ce pays, sous la présidence d'Omar Bongo Ondimba. C'est à ce titre-là que j'ai pris la responsabilité et même la décision de rencontrer M. Ali Bongo Ondimba. Vous savez aussi que nous avons eu des divergences politiques. Mais ça n'empêche pas que les Gabonais se parlent et se rencontrent pour le bien du pays. Donc, le reste, je ne peux pas vous dévoiler le contenu de nos conversations qui ont été politiques et qui ont été personnelles. Une fumée sans feu qui n'est pas restée sans commentaire aux yeux des Gabonais et à son fief de Nkembo. Certains sympathisants ne voient pas le mal à cela. Monsieur Jean Nguédon est un homme libre. Je pense que l'initiative est bonne. Il faut féliciter le courage de notre frère Jean Nguédon qui a répondu favorablement à l'appel du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Jean Nguédon est parti depuis 2009. Il n'est pas l'ennemi du président de la République. Et le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a toujours tendu la main à l'ensemble des Gabonais sans distinction, de l'opposition comme de la majorité. Et notre père, Jean Nguédon, a répondu favorable à l'appel de son frère, qui est M. Ali Bongo Ondimba. Et je pense que ce geste est salutaire et j'appelle l'ensemble des Gabonais qui ont quitté le grand parti à revenir. Parce que ce parti a été conçu par feu Omar Bongo Ondimba, qui est le père de l'ensemble de tous ces Gabonais. Et je pense que je félicite le retour de ce grand homme qui est humble, qui est un mobilisateur,
qui n'a jamais eu des problématiques quelconques avec le chef de l'État et qui a décidé de revenir chez son frère. Enfin, peut-être de travailler ensemble. Et je pense que l'échange d'hier, il n'y a que M. Jean Eyéguédon qui donnera le fond de leur échange. Et pour cela, je tiens à féliciter la diplomatie politique du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui ne cesse de tendre la main à l'ensemble des Gabonais sans distinction. C'est un être humain capable de changer dès que cela est possible. S'il y a eu un dérapage et qu'il trouve que il s'est dérapé et il revient, il n'y a pas de souci pour ça. Ça fera forcément du bien aux Gabonais, à certains Gabonais. D'autres vont probablement bouder, d'autres vont s'en réjouir. Et comme dans toute initiative humaine, il y a toujours des pour et des contre. D'autres estiment qu'il n'est pas normal pour un homme politique de cette envergure, poids lourd de l'opposition, de faire rétro-pédalage comme M. René Desmaisons-Obiang de Démocratie Nouvelle, aujourd'hui fondu dans le PDG. L'ancien Premier ministre ne peut plus rien construire au Gabon, à l'état où il est là. Il a déjà la retraite de Premier ministre, je crois que c'est bon pour lui. Je ne vois pas ce qui peut venir remonter en quelques temps ce que vivent les Gabonais en ce moment. Donc je crois que si on revient au PDG, c'est peut-être pour enrichir davantage peut-être sa famille autour de lui. Je ne pense pas qu'il est un PDG pour que les Gabonais bénéficient de quelque chose, je ne pense pas. C'est un peu amer, parce que tous ces gars-là, tous ces messieurs-là, ils ont quitté le bateau parce qu'ils pensaient que le bateau devait chavirer. Maintenant, s'ils reviennent, c'est leur maison, c'est tout. Ils peuvent revenir, moi je n'ai pas de souci pour eux. Mais je crois qu'ils ont géré quand même le Gabon. À leur époque, ils ont géré le Gabon qui était un peu bien. Mais le constat est un peu amer. Ils fuient la maison et puis ils reviennent. On peut aussi les refuser sur les affaires du pays. C'est tout. Son retour au PDG, c'est vendre carrément le Gabon. Et c'est pas bon. Il était dans cette maison-là. Malgré ce qu'il a eu à faire. Mais c'est pas bon pour repartir encore au PDG. Parce que je ne sais pas si un jour un membre de sa famille pourra aller dans les urnes le voter pour le PDG. Et c'est pas bon. Il y a eu des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts dans ces pays-là. À cause d'eux. Maintenant, il n'est pas encore là-bas. C'est pour tuer encore d'autres personnes. On ne peut pas accepter. Vrai ou faux, l'avenir nous le dira. Mais ce qui est certain, c'est que c'est le Gabon qui gagne. Et le plus important, c'est que si cela est vrai, alors que ce soit bénéfique pour l'intérêt supérieur de la nation. Expression libre à présent, mesdames et messieurs, les avis des uns et des autres au sujet du retour possible de Jean Eyéguédon au sein du Parti démocratique gabonais. Écoutons. Ça, c'est le fiasco, ça. Par rapport à son retour, mais je ne trouve pas l'utilité. Il a fait son temps, Premier ministre. S'il a posé les actes, c'est bon. S'il n'a pas posé, mais c'est le temps d'autres personnes de passer aussi et essayer de faire... parce que plus les mêmes personnes qui ont fait que le pays soit à ce niveau-là reviennent, on sombre même encore, le pays sombre même encore davantage. Donc, peut-être qu'il faut prendre des nouvelles personnes qui n'ont peut-être pas géré le Gabon, qui n'ont pas peut-être pu avoir le grand poste ministériel. Je me rappelle, Bongo, une année, le président Bongo, père, une année avait pris des technocrates dans les entreprises privées, mettre au gouvernement. Mais ça avait marché. Et que d'aller prendre toujours les mêmes DG qui sont dans les mêmes ministères, les mêmes DG qui font les détournements, c'est les mêmes DG qu'on prend pour hausser toujours ministre délégué, ou bien PCA, ou bien... On n'avance pas. Vu que c'est un Gabonais comme tout autre, on est libre de changer de parti comme on veut. S'ils ne se sentent pas bien où il est à ce moment, alors où est le mal à ceux qui reviennent? C'est la maison mère, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que c'est normal? Après avoir évolué le parti, comment vous sentez? Je ne vois pas ce qui est anormal ou ce qui est normal là-dedans. Je trouve que quand vous ne vous sentez pas bien quelque part, il est normal que vous retournez où vous vous sentez bien. Ça, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est devenu la coutume au Gabon. Les gens qui ont vidé les caisses de l'État auparavant, ils sont allés dans l'opposition. Du moment où ils ont su qu'il n'y a plus rien là-bas,
ils ne vont plus continuer à vider les caisses de l'État. Ils veulent repartir dans l'opposition. En tout cas, tout ça là, ce sont les citoyens gabonais qui payent les conséquences de tous leurs actes. Je suis déçue, mais après, comment je fais? Mais c'est pas normal, ils jouent avec les esprits de qui? On joue avec qui dans ça? Il y a les gens qui sont allés dans l'opposition parce qu'ils ont suivi Jean Yerdon. Aujourd'hui, il dit repart dans le PDG. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il puisse prendre d'abord la décision de quitter le PDG pour l'opposition? Mais aujourd'hui, il dit quitte l'opposition pour le PDG. C'est quel jeu que tous ces opposants, que je n'appelle pas aujourd'hui opposants, hein, je les appelle des joueurs, quoi, les joueurs qui jouent avec la mentalité des Gabonais au fait. Chacun a ses idées. Si tu as vu que l'enfant que j'ai rejeté, je peux le récupérer, tu récupères l'enfant. C'est tout. Ça, c'est pas un souci. Il n'est pas le premier, il n'est pas le dernier. Vous, la presse, vous parlez beaucoup, mais nous, on ne connaît pas ça au quartier. Il peut revenir, c'est sa maison. C'est tout. C'est Zanfeu. C'est lui, non? C'est tout. Comme annoncé dans nos titres, on parle à présent du mouvement d'humeur des agents de la Croix-Rouge gabonaise à leur siège de l'immeuble Diamant derrière le mausolée Léomba. Au centre-ville, donc, ces derniers boudent les irrégularités constatées dans le processus électoral qui devrait démarrer ce matin. Plus de précisions avec Désiré Mbieningon et Floris Mapango. Ils décident de sortir de leur siège pour se regrouper hors du bâtiment. Les volontaires et membres de la Croix-Rouge gabonaise sont en colère et protestent contre la candidature unique de leur présidente par intérim. Alors ce matin, vous allez voir l'attroupement, c'est parce que nous contestons l'élection qui va se faire, qui commence aujourd'hui jusqu'à samedi. Nous disons non, les travaux c'est aujourd'hui. Pourquoi nous disons non? Parce qu'avant, au préalable, nous avons remarqué les irrégularités dans le processus électoral, les manipulations, l'élection en province truquée, des membres qui ont vu leur droit bafoué. Et ce matin, nous disons non. Nous avons saisi le ministre des tutelles qui a fait une note au niveau de CND et le CND ne veut rien savoir. Ils ne veulent pas fléchir. Et donc, nous, ce matin, nous sommes venus pour contester cette élection. Nous avons écrit, nous avons fait des recours. Le CND ne veut rien savoir. Les droits des membres sont bafoués. Il y a des membres qui n'ont pas voté pendant les élections locales. Beaucoup n'ont pas voté parce que leurs droits sont bafoués. Voilà, c'est ça. En tant que volontaires et membres de la Croix-Rouge gabonaise, nous avons des droits et nous avons constaté des limites, des exactions de la part de la présidente intérimaire. Selon ces agents, les statuts ne sont pas respectés par la hiérarchie. L'unique candidature est fustigée par ces derniers. Ce fait, nous nous levons pour dire non à plusieurs choses qui se font, comme les statuts qui sont bafoués, et nous ne concevons pas que la candidature unique soit présente à l'heure de la démocratie, à l'heure où la Croix-Rouge gabonaise prône même l'humanité. Alors, la présidente intérimaire de la Croix-Rouge gabonaise est celle qui est candidate, la seule candidate. Elle dirige le comité électoral. C'est elle également qui prend les grandes décisions à la Croix-Rouge gabonaise. Alors, lorsqu'on est candidate, on est censé démissionner. Et c'est ce qu'elle a eu à faire. Mais c'est elle toujours qui prend les décisions. Et c'est elle qui valide les dossiers au niveau des candidatures, au niveau électoral. Alors, pour exprimer ce ras-le-bol, il y a même des membres de cette commission électorale qui ont démissionné, mais elle n'écoute pas la voix des membres, alors que ce sont des membres qui sont la force de la Croix-Rouge gabonaise. Et aujourd'hui, nous disons non à la candidature unique, nous disons non aux exactions aux membres de la Croix-Rouge gabonaise et nous voulons être entendus. En vue d'une meilleure organisation de cette élection, les deux partis devraient se réunir pour amener les choses à la normale. Problème de circulation à Libreville en cause l'étapité de route difficile d'accès pour les usagers. Une situation que décrit ces usagers qui n'en peuvent plus. Dans ce reportage de Naomi Simba, écoutons les avis des uns et des autres.
Des routes criblées de trous, le bitume complètement détérioré à certains artères principaux et secondaires de la capitale, laissant ainsi place à d'énormes crevasses qui empêchent non seulement la fluidité de la circulation, mais endommagent aussi les amortisseurs et autres accessoires des véhicules qui empruntent ces tronçons. Aucune commune n'est épargnée par ce triste palmarès. Ici, en plein centre-ville, derrière l'hôpital général en allant vers le 9 étage, dans le 3e arrondissement de Libreville, comme dans les autres, le constat est désolant. Pour les routes de Libreville, ça, on le voit au quotidien, dans toutes les routes, c'est cassé partout, donc on va parler la même chose tout le temps. Vous voyez un peu sur la nationale et sur les recoins, les voies secondaires. C'est pareil, il y a toujours les ennemis, même au bord des mers, où passe le président de la République à chaque fois. On voit toujours les nids de poules, c'est assez grave. On ne comprend plus rien dans ce pays. Pourquoi les autorités compétentes laissent-elles ces routes se dégrader au point où il devient difficile d'y circuler? Où va le quota des taxes prévu pour la réhabilitation des routes? On nous demande à chaque fois de faire la visite technique, mais pour quelle route? C'est autant de questions que se posent les piétons et automobilistes gabonais. On a des sociétés qui sont là pour ça, qui ne font pas leur travail. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas l'argent au Gabon, mais on ne sait pas. Où. Le ministère de l'équipement de la construction ne fait pas son travail. Et nous avons remarqué que la plupart des ministres qui passent voient ce qui se passe sur le terrain. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne comprend rien du tout. Le phénomène des nids de poules à Libreville mérite d'être pris au sérieux si rien n'est fait pour arrêter la progression de ces creux en confiant la réhabilitation et l'entretien des axes routiers endommagés aux entreprises reconnues pour la qualité du travail fourni. On risquerait de toujours vivre la même situation. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'information. Avant que de se séparer, parlons à présent de notre micro-trottoir. Que pensez-vous des conjoints qui ne montrent pas leur salaire à leurs partenaires? Les réponses des uns et des autres dans ce reportage de Ariel Nzao. Les femmes, mais pourquoi pas commencer d'abord par les hommes? Parce que Dieu a d'abord créé l'homme, après maintenant, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que vous pensez des hommes qui cachent le salaire à leurs partenaires? Oh, bon, pour moi, c'est un problème d'entente avec l'épouse. Vous avez un salaire, vous êtes payé à la fin du mois. C'est bon pour que vous veniez dire à votre épouse, puisque c'est elle qui partage les problèmes, c'est-à-dire, vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire, n'est-ce pas? Maintenant, quand le moment arrive, vous avez quelque chose, il est humble de dire à votre épouse, ma chérie, voilà ce que je viens de percevoir, voilà 200 000 francs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Vous planifiez, c'est bien normal. Vous dites à votre femme, bon, on peut prendre 50 000 francs pour, n'est-ce pas, la parcelle que nous avons commencé peut-être à acheter là-bas. On regarde aussi, on prend aussi quelque chose pour, n'est-ce pas, la pharmacie et autres, oui, la popote et tout. Vous essayez de voir les choses. C'est ça que l'homme peut faire. Mais d'autre part, la femme aussi. Si vous avez fait confiance à votre femme, elle aussi à son tour, elle pourra dire, ma chérie, voilà ce que je viens de percevoir. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Mais si déjà au départ, l'homme prend son salaire, hop, l'épouse ne connaît même pas où le mari travaille et où quand est-ce qu'il est payé, là, c'est pas vraiment normal. Les hommes qui ne montrent pas les salaires à leurs femmes ne sont pas sérieux. Parce que Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais si l'homme ne montre pas le salaire à sa femme, c'est qu'il n'est pas sérieux parce que vraiment, il n'aime pas, comment dire, il ne s'aime pas d'abord lui-même et puis il n'aime pas aussi sa femme. Et il ne peut pas réussir, il ne peut pas faire vraiment, comment dire, il ne peut pas réussir. C'est pas normal qu'un homme cache le salaire à sa femme. Ils sont une seule chair. On ne se cache rien. La femme ne doit rien cacher à son mari. Le mari aussi ne doit rien cacher à sa femme. Mais il y a des femmes aussi qui cachent le salaire à leur mari. Moi, je n'ai jamais vu. Le plus souvent, ce sont les hommes qui cachent le salaire à leur femme. On dit que l'argent de la femme, c'est pour la femme. L'argent du mari, c'est pour... Non, l'argent du mari. L'argent pour le mari, c'est pour la femme. Pour la femme, c'est pour le mari. C'est ça. Donc vous êtes d'avis que les deux doivent monter le salaire? Bien sûr.
Et vous, à la place, vous ferez comment? Comment ça? Montrer le salaire à votre mari. Mais je dois montrer le salaire à mon mari aussi doit me montrer son salaire, parce qu'entre nous, il n'y a pas de secret. Bon, pour moi, non. Mais bon, chacun a sa manière de voir les choses. Il y a diverses raisons. Ça dépend d'abord de ce que l'homme a eu comme éducation, on peut dire ça comme ça. Et aussi le comportement de la dernière peut un peu influer sur sa décision de ne pas lui montrer le salaire. Les femmes qui ne montrent pas leur salaire. Elles aussi, elles ont leur raison. Elles ne veulent pas. Moi, juste personnellement parlant. C'est pas normal. Si dans une relation, de la même manière que l'homme ne peut pas avoir des secrets pour sa femme, la femme aussi ne peut pas avoir des secrets pour l'homme. Naturellement, Jésus a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme, les deux deviendront une seule chair. Genèse 2, 24. Alors si une femme et l'homme ne se montrent pas des choses, des secrets dans ce genre, c'est qu'il n'y a pas mariage. Ça, c'est mariage par raison. Mais c'est ça justement, c'est que je vous dis, le mariage selon la volonté de Dieu, c'est que vous complétez. Vous vous entendez très cordialement, amoureusement. Parce que quand il n'y a plus ça, ce n'est plus mariage. Ça, des fois, il faut chercher à savoir quel côté il faut aller. Pour cette question, je dirais ceci que les femmes qui travaillent et qui cachent leur argent, c'est-à-dire leur salaire vis-à-vis de leur mari, ce n'est vraiment pas une bonne chose. Parce qu'en fait, l'homme et la femme forment ou constituent une seule chair. Ça veut dire que ce qui appartient à la femme doit également appartenir à l'homme. Donc par voie de conséquence, la femme est obligée de montrer son salaire, Naturellement. C'est-à-dire que la femme qui travaille doit présenter son salaire auprès de son mari. Peut-être pas que le mari doit en faire sa propriété personnelle, mais au moins la gestion doit être une gestion collégiale, c'est-à-dire une gestion commune, et non une gestion personnelle ou personnalisée. Parce que lorsqu'on se marie, on se marie effectivement pour constituer une seule chair, pour vivre ensemble. Et les femmes qui ne le font pas? Et les femmes qui ne le font pas, je pense qu'elles ne vont pas dans le bon sens. Parce que le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Ça veut dire qu'une fois que vous vous êtes engagé dans ce contrat qu'on appelle le mariage, tout ce qui appartient à la femme ou à l'homme, ce sont des biens qui doivent vous appartenir ensemble. Ben, la réponse est simple. Si Dieu a bien voulu que l'homme et la femme soient ensemble, c'est parce qu'il y a une parité, il y a ce qu'on appelle le pouvoir de l'union. Et si cela est le cas, comment la femme peut cacher son argent à son meilleur mari? Parce que le meilleur homme de la femme, c'est son mari. Alors, donc il n'y a pas de raison que cela soit ainsi. Ça veut dire que cette femme est ingrate. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut connaître le fond pour découvrir la réalité exacte du problème. Les femmes disent que l'argent du mari, c'est pour la famille, mais l'argent de la femme, c'est pour elle et ses femmes. Oui, mais pourtant, quand je parle, j'ai bien dit que le mariage est fondé dans le poids de la divinité elle-même. C'est Dieu qui a le pouvoir du mariage. Mais quand la femme ose le faire, c'est qu'il y a déjà, comme a dit l'autre, le poids de mesure. Vous comprenez? C'est pas normal. L'union là fait que ensemble, nous bâtissons ensemble, et il faut qu'il y ait une certaine démocratie. Voilà, qu'il y ait ce qu'on appelle le bon partage dans la cellule familiale, qu'on appelle la maison. Maintenant, si la femme est la plus maligne, et moi l'homme le moins heureux, qu'est-ce que ça deviendra? Non, c'est un jeu de simplicité et d'honnêteté. Ça c'est clair. Sinon, ça devient maintenant une affaire de... Quel est le mot même? Permettez-moi l'expression. De manque de sérieux, dans le fond. Ou c'est ça ou c'est pas ça. Voilà, c'est la fin de ce journal. Le plaisir a été pour nous de vous avoir servi, mais avant que de se séparer, le rappel des titres. Le ministre de la Culture et des Arts, Michel Minga-Messon, était ce matin devant les sénateurs membres de la Commission des Affaires culturelles pour présenter et défendre le projet de loi
portant création, attribution et organisation de l'Office national de développement du sport et de la culture. Vous avez eu les détails dans ce journal avec Gervais Fabrice Odjouga et Franck Mexan Mangolo de la presse du Sénat. Et puis nous avons également parlé dans cette édition d'information du mouvement d'humeur des agents de la Croix-Rouge gabonaise à leur siège du centre-ville. Merci d'avoir été de nôtres. Le plaisir a été pour nous de vous avoir servi. Demain à la même heure, nous serons ensemble. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur la radio-télévision Hermon. Mais surtout, recevez les salutations de toute l'équipe de RTH. Donc, je me fais le plaisir de représenter ce soir. On se dit au revoir comme d'habitude. Ciao, bye bye.